Bien, merci Madame la Présidente. Donc, je tiens tout d'abord à remercier le CAUE de m'avoir invité à donner cette conférence introductive sur un thème qui m'est cher, surtout le côté biomatériaux, puisque je dirige aussi une équipe qui est orientée sur le développement du bois et des polymères biosourcés pour pouvoir rendre la filière bois notamment plus environnementale d'un point de vue protection justement de cet environnement. Donc je concentrerai mes propos alors tout d'abord sur une problématique environnementale qui nous préoccupe depuis un certain nombre d'années, qui est l'effet de serre. Et ensuite, je parlerai de quelques exemples de matériaux biosourcés et géosourcés. Pour les géosourcés, je me limiterai à la terre crue et à la pierre. Et ensuite, je parlerai des activités de recherche que l'on développe dans mon laboratoire. Et enfin, donc, je vous présenterai quelques échos de recherche scientifique dans le domaine du bois, dont on a parlé le mois dernier dans le cadre d'un symposium que j'avais organisé à Mont-de-Marsan, qui était le groupe de recherche bois, qui est un groupe de recherche du CNRS. Alors, pour compléter les présentations, donc, je suis effectivement directeur de l'IUT des Pays de l'Adour depuis un peu plus de 4 ans maintenant. L'IUT des Pays de l'Adour, quelques mots dessus. Donc, c'est une composante de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour qui est déployée sur 2 sites, Pau et Mont-de-Marsan. À Pau, nous avons 2 départements, un département orienté énergie et un autre orienté sciences des données, avec pour les sciences des données une orientation sur l'intelligence artificielle. Et à Mont-de-Marsan, nous avons 3 départements qui sont relativement anciens, puisque le plus ancien a plus de 30 ans et le petit dernier a plus de 20 ans. Et ces 3 départements sont orientés agronomie, donc agronomie biotechnologie, orientés plutôt sur l'agroalimentaire pour le plus ancien. Ensuite est arrivé un département orienté réseau et télécommunications. Et puis le dernier concerne les matériaux. Et puis ce département est arrivé il y a 22 ans et c'est moi qui ai eu le privilège de le démarrer, donc il y a 22 ans à Mont-de-Marsan. Alors, voilà, comme je vous disais, donc nous allons démarrer avec quelques notions générales sur ce qu'est l'environnement, avec une image de la Terre. La Terre, donc un environnement, un milieu fini, qui fait qu'il a absolument besoin qu'on le protège, cet environnement, pour préserver l'ensemble de la vie qui s'y développe. Alors, concernant l'effet de serre, c'est un mécanisme dont je pense que chacun d'entre vous a entendu parler, donc qui est un mécanisme normal. S'il n'y avait pas d'effet de serre sur Terre, il n'y aurait pas de vie sur Terre, puisque la température moyenne serait inférieure à moins 15 degrés, et la vie n'aurait pas pu se développer. Donc l'effet de serre, en fait, revient à piéger les rayonnements infrarouges qui sont réémis par la Terre suite à l'absorption du rayonnement solaire. Et ce piégeage se fait grâce à des gaz qui sont dans notre atmosphère et qui permettent justement de ralentir le départ de cette chaleur dans l'espace. Et ce ralentissement donc entraîne une température moyenne qui finalement est aux alentours de 15 degrés sur la surface de la planète. Alors ce qui se passe depuis un certain nombre d'années, c'est qu'en fonction des productions de certains gaz à effet de serre à la surface du sol, on va avoir des températures qui vont fluctuer. Lorsqu'on fait des recherches, et donc il y a des travaux dans ce sens aussi de chercheurs du CNRS et d'ailleurs, du reste du monde scientifique, qui étudie les températures à la surface de la Terre ou les concentrations en dioxyde de carbone à la surface de la Terre dans l'histoire de l'humanité. Bien avant que les hommes n'apparaissent, c'est-à-dire il y a plus de 60 millions d'années, à l'époque des dinosaures, on avait des concentrations de dioxyde de carbone qui étaient presque 2 fois supérieures à celles que l'on a aujourd'hui sur Terre. Et à l'époque, donc, il y avait un climat qui était très doux sur l'ensemble de la Terre. Les niveaux des océans étaient beaucoup plus élevés. Et donc, cette relation directe avec le dioxyde de carbone, aujourd'hui, la communauté scientifique, même les plus sceptiques par rapport à cette problématique d'effet de serre,
eh bien, conviennent du fait que effectivement, ces gaz à effet de serre apportent une contribution non négligeable au phénomène de réchauffement climatique. Alors, vous avez ici une courbe qui explique les relations qui peuvent exister avec la température à la surface de la Terre et la concentration en dioxyde de carbone. Et on voit qu'il y a une relation assez proche qui fait que, eh bien, si on remonte à plus de 200 000 ans, pratiquement 250 000 ans, mais aujourd'hui, ces courbes-là vont jusqu'à 400 000 ans, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une correspondance assez claire entre les concentrations en dioxyde de carbone à la surface de la Terre et la température moyenne à la surface de la Terre. Donc cet effet direct, eh bien, on le constate, et les scientifiques donc, essayent de comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, eh bien, il y a cette évolution de température. Et on s'aperçoit, eh bien, depuis un certain nombre d'années, depuis que l'on commence à faire des mesures de température à la surface de la Terre de façon avec des outils plus modernes, eh bien que effectivement, on a une évolution de la température qui est liée, qui est en correspondance avec l'évolution de dioxyde de carbone en termes de concentration. Sur cette image qui vient de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, on voit à peu près les principaux gaz à effet de serre. Et le principal gaz à effet de serre, ce n'est pas le dioxyde de carbone, c'est la vapeur d'eau, qui a des concentrations dans l'atmosphère qui sont 10 fois supérieures à celles du dioxyde de carbone. Alors là, on voit 0,03 parce que c'est une image relativement ancienne, mais aujourd'hui, on est à 0,04% de dioxyde de carbone à la surface de la Terre. Alors, à l'échelle planétaire, eh bien, à l'échelle mondiale, donc les scientifiques se réunissent régulièrement pour faire le point sur ces évolutions de température et également sur les évolutions des gaz à effet de serre et sur les problématiques de régulation qui peuvent se mettre en place avec les océans notamment, et les impacts de cette augmentation de température de gaz à effet de serre sur notre vie quotidienne. Et donc, ils se réunissent dans le cadre du GIEC, du Gouvernement intergouvernemental de l'étude du climat, et ils travaillent sur des scénarios sur les évolutions de température à la surface de la Terre. Et ces scénarios, eh bien, montrent des courbes qui varient en fonction des actions que pourraient faire les hommes s'ils diminuaient ces productions de gaz à effet de serre, et notamment le dioxyde de carbone. Et on voit qu'il y a plusieurs scénarios en fonction de la capacité des hommes à réguler ces concentrations, ces émissions de gaz à effet de serre, de dioxyde de carbone, puisque le dioxyde de carbone est le gaz majoritairement qui est produit par l'activité anthropique, notamment puisque la moitié de l'électricité aujourd'hui sur Terre est produite par la combustion des matières premières fossiles, qui sont le gaz, le charbon et le pétrole, mais la majorité de l'électricité est plutôt produite à l'issue de la combustion du charbon. Eh bien, tout ceci, toutes ces activités font que aujourd'hui, on a une augmentation de cette concentration de dioxyde de carbone qui est liée à l'activité humaine, et qui font que si on ne fait pas si on n'a pas d'action rapide à court terme sur la diminution de nos émissions de dioxyde de carbone, on peut se retrouver avec des concentrations très importantes dans l'atmosphère et qui vont entraîner des changements climatiques importants. Et avec ces augmentations de température, eh bien, on peut avoir des phénomènes climatiques extrêmes qui peuvent se succéder et poser de multiples problèmes, notamment pour les habitats, pour pouvoir gérer les tempêtes, notamment les cyclones, etc. Et puis bien sûr la montée de l'eau dans les océans. Alors si cette diapositive illustre un peu ce qui se passe à l'échelle planétaire, hein, donc si on regarde la consommation mondiale d'énergie, alors même si la diapo est un petit peu ancienne, je pense qu'on doit être aux alentours de 30% maintenant, mais on constate que la majorité de notre énergie est produite par la combustion de nos gaz à effet de serre, donc de nos matières premières fossiles plutôt, qui génèrent chacune, charbon, pétrole et gaz naturel, qui génèrent chacune du dioxyde de carbone. Bon, c'est le principe de la combustion. Mais à côté de ça, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits à l'échelle mondiale, et notamment en Europe, pour développer les énergies alternatives en s'appuyant sur plusieurs choses, donc la biomasse, l'énergie solaire et puis l'énergie éolienne. Alors, un point sur l'énergie nucléaire qui, elle, ne produit pas de gaz à effet de serre.
parce que on part de l'uranium et c'est l'énergie qui est générée par l'uranium qui va permettre de produire de l'électricité. Donc c'est pour ça que la filière nucléaire aujourd'hui se rediscute pour pouvoir la redéployer, même s'il y a une problématique déchets qui reste quand même importante. La filière nucléaire, elle, n'impacte pas le mécanisme de réchauffement climatique. Donc voilà, donc c'est une vraie difficulté. Et aujourd'hui, si on regarde les courbes qui sont produites actuellement dans les dernières réunions du GIEC, eh bien, la concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère depuis le milieu du 19e siècle, eh bien, ne cesse d'augmenter, voire d'augmenter de façon exponentielle. Mais heureusement, donc, il y a ce qu'on appelle les bioressources, ou les matières qui peuvent, les organismes vivants sur Terre, qui sont capables de faire une chose assez extraordinaire, qui est d'attraper le dioxyde de carbone de l'air et de le transformer en matière. Et donc ça, c'est le propre de tous les végétaux, via notamment des organites, c'est-à-dire des petites capsules qui se trouvent à l'intérieur des cellules végétales de toutes les plantes et qui sont capables donc d'absorber le dioxyde de carbone grâce à une enzyme qui s'appelle la ribulose 5-diphosphate carboxylase, donc qu'on appelle de façon familière la Rubisco, et qui est capable d'attraper le dioxyde de carbone grâce aussi à un phénomène de transformation de l'énergie lumineuse en énergie chimique qui va permettre de réaliser toutes les réactions chimiques à l'intérieur de cet organite. Donc ça, c'est le propre des végétaux. Et ces végétaux, ils sont capables d'attraper le dioxyde de carbone de l'air pour le transformer en matière. Et nous qui ne savons pas faire ça, puisque les animaux ne savent pas faire cette opération-là, on est contraint de nous alimenter à partir des végétaux et donc d'utiliser les végétaux. Mais que ce soit les végétaux ou les animaux, donc nos activités finalement dans le bilan carbone sont tout à fait renouvelables. Alors grâce à cette activité naturelle qu'ont les plantes, et puis aussi le règne animal qui se nourrit de plantes, mais les plantes qui, elles, se renouvellent de façon quasi éternelle, si l'environnement le permet. Donc nous avons la possibilité de capter un excès de dioxyde de carbone et de le restocker au niveau de la surface de la Terre, et donc de diminuer, d'avoir un impact positif sur la diminution du mécanisme d'effet de serre. Donc vous avez ici un exemple de la matière qui est fabriquée à partir de ces cellules végétales qui se trouvent dans tous les végétaux sur Terre. Et une matière qui nous intéresse tout particulièrement, c'est le bois. Alors c'est vrai que quand on regarde un arbre dans une forêt et qu'on voit, notamment, ici on est dans les Landes, donc si on observe un pin maritime et que l'on voit la hauteur jusqu'à laquelle le pin maritime est capable d'aller alors qu'il a un tronc qui fait à peine une quarantaine de centimètres de diamètre et que cet arbre est capable de résister à du vent, à de la pluie, etc., et à avoir des performances mécaniques relativement importantes, tout en ayant aussi de la souplesse, sans pour autant avoir une densité trop élevée, on se dit que le matériau bois qui a été construit tout au long de l'évolution végétale et qui a permis de créer des choses assez extraordinaires si on les regarde un petit peu à la loupe, et notamment dans l'organisation de la paroi végétale, qui est une organisation qui est sur le format des nanocomposites. C'est-à-dire qu'on a des structures, des molécules qui font office de fibres, et autour, on a une espèce de résine qu'on appelle la lignine. Ces molécules qui font office de fibres, ce sont les molécules de cellulose, et qui arrivent à être enrobées de lignine à l'échelle de la paroi. Et cette association va permettre de créer une performance mécanique assez extraordinaire, avec des propriétés notamment élastiques qui sont remarquables. Alors ça, bien sûr, sur la paroi végétale du bois, mais sur les parois végétales de tous les végétaux. Avec une différence en plus dans le bois, c'est qu'il y a une molécule qui s'appelle la lignine, qui est le liant supplémentaire, qui ne se trouve pas forcément dans l'herbe qui pousse aux alentours d'Agroland. Donc il n'y a pas forcément de lignine, et donc là on va avoir des sujets végétaux qui vont être beaucoup plus souples. Mais pour pouvoir atteindre des hauteurs très élevées, eh bien, il y a eu la nature, via l'évolution, à créer cette molécule de lignine qui sert de liant et qui permet de fabriquer le matériau bois.
Et effectivement, le bois, quand on le déstructure, c'est le principe de la filière papetière, eh bien, on arrive à séparer ces fibres les unes des autres et utiliser ces fibres pour faire des matériaux tout aussi extraordinaires. Et là, quand je parle de matériaux extraordinaires, je parle du papier, par exemple. Alors voilà pour les biomatériaux et qui vont permettre d'être fabriqués à partir du monde végétal en captant le dioxyde de carbone de l'air. Ces végétaux qui vont être ensuite consommés par des animaux herbivores que nous-mêmes nous allons consommer, mais on peut aussi consommer les végétaux, et bien fait que ce monde vivant, végétal et animal, peut permettre de produire toute une série de matériaux qu'on va appeler les matériaux renouvelables. Et en parallèle, on redécouvre aujourd'hui les matériaux géosourcés dans nos habitats, qui eux sont les matériaux d'origine plutôt minérale. Alors minérales, quand ils sont en abondance, effectivement, donc on peut les utiliser, et surtout lorsqu'on souhaite pouvoir construire avec des matériaux qui sont à proximité, que l'on peut trouver à proximité, et puis qui peuvent permettre de construire des habitats. Ça permet d'avoir des opportunités de matière qui peuvent être extraites à faible coût, avec très peu de dépenses de dioxyde de carbone, et qui peut avoir un intérêt très important aujourd'hui, et qu'on va redécouvrir, pour faire des habitats avec un bilan carbone qui soit le plus optimisé possible. Alors si on fait quelques comparatifs par rapport à ces matériaux géosourcés ou biosourcés, donc ça reprend un peu ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Donc pour les matériaux géosourcés, là, je me limite à la terre, à la pierre, à l'argile. Après, quand on parle du béton, effectivement, on est sur du monde minéral, le béton armé également, hein, mais avec un process de transformation qui est très coûteux ou qui nécessite d'utiliser une énergie qui, elle, généralement est une énergie fossile et qui a un impact assez fort, et je vous montrerai quelques exemples, sur les bilans carbone. Alors, quelques éléments complémentaires sur les matériaux bio et géosourcés. Alors aujourd'hui, effectivement, quand on a une problématique de construction de bâtiments, se pose tout de suite la notion de bilan carbone, de circuit court, et de façon à avoir des bâtiments qui soient les moins impactants sur cette problématique du réchauffement climatique. Donc, effectivement, on peut avoir un effet très important sur le climat, rien qu'en construisant des bâtiments, parce qu'aujourd'hui, quand on prend l'exemple, par exemple, du bois, la majorité du volume de bois utilisé aujourd'hui en France, c'est du bois utilisé dans l'habitat. Et donc, ça représente quand même des volumes très importants. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que 1 mètre cube de bois utilisé a été construit, selon le schéma dont je vous ai parlé à l'instant, par 1 tonne de dioxyde de carbone. Donc il faut 1 tonne de dioxyde de carbone pour fabriquer 1 mètre cube de bois, et c'est la nature qui le fabrique. Ce sont les arbres qui vont fabriquer ce mètre cube de bois, donc de façon complètement naturelle, et donc sans aucun impact d'émission de dioxyde de carbone, et au contraire, donc on est complètement dans le stockage de ce dioxyde de carbone à la surface du sol. Donc dans le retour, dans la diminution du réchauffement climatique. Alors, on parle effectivement de bois, de forêt. Alors il faut s'entendre qu'on est vertueux à partir du moment où on renouvelle le bois que l'on emprunte à la forêt, que l'on prend à la forêt. Si on utilise du bois à partir d'un espace forestier que l'on déforeste sans replanter derrière, bien là, on a un impact négatif puisqu'on va produire à terme une émission de dioxyde de carbone une fois que le cycle de vie du bois dans le bâtiment sera terminé et que le bois pourra se retrouver dans une chaudière et émettra du dioxyde de carbone. Donc, le caractère renouvelable de l'utilisation des matériaux biosourcés, c'est effectivement le renouvellement. Et ce renouvellement, il faut qu'il soit fait de façon systématique. Aujourd'hui, si on regarde la forêt landaise, par exemple, c'est une forêt qui est exploitée à 99% quasiment. Donc, toute la forêt, le volume de bois qui est produit est exploité, mais c'est une forêt qui est renouvelée systématiquement. Alors effectivement, il y a toujours un impact sociologique fort quand on fait des coupes rases. Bon,
Là, il y a un gros travail qui est fait par les industriels de la filière et les sylviculteurs pour essayer de changer un petit peu les pratiques de récolte. Mais dans tous les cas, on est sur une forêt très vertueuse et je vous montrerai un résultat qui a été présenté par l'Office national des forêts lors de notre symposium au mois d'octobre, qui confirme la dimension écologique de la forêt landaise en termes de fixation de dioxyde de carbone. Après, il y a toujours une problématique de biodiversité qui se pose parce qu'on est sur une forêt monoessence avec une biodiversité relativement réduite. Alors, quelques notions complémentaires et comparatives sur le bois, par exemple, avec les autres matériaux. Quand on regarde l'énergie qui est nécessaire à la fabrication d'une tonne de matériaux, vous voyez, le bois, c'est peu de choses en termes de consommation énergétique. Le béton, un petit peu plus, 4 fois plus. Le verre, le polyéthylène, etc. L'acier, l'aluminium. Donc, on est sur des proportions qui sont effectivement très différentes en termes d'énergie. Et si on regarde maintenant les performances mécaniques concernant une poutre de 7,50 m, de 30 cm d'épaisseur et qui porterait 300 kg par mètre linéaire, eh bien, en termes d'énergie également, on se retrouve avec une performance très importante du bois par rapport aux autres matériaux. Donc là, toujours ce bois mis en avant parce que effectivement sa densité est faible et on arrive à avoir des performances mécaniques très élevées, même avec une densité très faible. Par rapport aux autres matériaux. Voilà, et puis en plus de ça, d'autres intérêts, c'est que le bois est un isolant. Hein. Quand on regarde au microscope, le bois, on a un matériau qui est creux, qui est poreux. Vous voyez, c'est avec des structures en nid d'abeille alvéolaires, qui sont les cellules végétales, et qui sont creuses à l'intérieur. Et tout ça, ça permet effectivement d'avoir de bonnes propriétés en termes de résistance et de conductivité. Et puis également d'autres propriétés qui sont aussi non négligeables lorsqu'on construit des bâtiments, c'est que le bois, il résiste bien au feu, même si on le brûle. Hein. Alors c'est vrai que dans l'imagerie, dire qu'une poutre en bois va mieux résister qu'une poutre en métal, ça, c'est pas forcément facile à expliquer. Mais on a cette propriété-là que pour les poutres qui sont un peu épaisses, lorsqu'il y a un phénomène de combustion, vous avez un phénomène de vitrification qui se passe en périphérie de la matière, de la poutre. Et cette vitrification empêche le passage de l'oxygène. Et donc, ça réduit la combustion. Ce qui permet d'avoir des bâtiments qui, malgré un incendie très important, si ces bâtiments ont une charpente en bois, peuvent ne pas s'effondrer, même au bout de 3-4 heures d'incendie, parce que le processus de combustion est ralenti par les épaisseurs des poutres. Alors, effectivement, ensuite, quand on parle, par exemple, quand on parle de charpente industrielle, de fermette, là, on est sur des épaisseurs beaucoup plus petites, donc il y a un comportement un peu différent, et donc là, il vaut mieux plutôt traiter le bois. Et puis aussi, le bois, c'est un matériau qui est durable et qui peut être fonctionnel dans le temps, plusieurs centaines d'années, voire plusieurs milliers d'années, ce qui n'est pas forcément le cas de beaucoup d'autres matériaux. Mais là, on a effectivement un avantage de ce matériau sur le temps. Et puis, comme je disais tout à l'heure, effectivement, donc, utiliser du bois, c'est très bien pour la fixation du dioxyde de carbone. Donc, plus on va stocker, plus on va utiliser de bois, plus on stockera, on restockera, on fera un cycle inverse du dioxyde de carbone qui est parti dans l'atmosphère, on le ramènera sur Terre, dans des bâtiments en bois. Et donc, on va réduire le phénomène d'effet de serre. Mais ça fonctionne que si, effectivement, on replante derrière. Alors, quand on parle maintenant des forêts naturelles, effectivement, c'est un autre sujet. Parce que dans les forêts naturelles, il y a en termes de dioxyde de carbone, on a autant de respiration que de fixation de dioxyde de carbone. Donc on a des bilans qui sont à peu près nuls, mais on a une richesse en termes de biodiversité qui est assez extraordinaire et qui est précieuse pour notamment le développement des hommes de façon harmonieuse à l'échelle planétaire. Donc aujourd'hui, il faut prendre soin de nos forêts. Et prendre soin de nos forêts, c'est aussi lorsqu'on les exploite, et on peut exploiter même une forêt naturelle par des prélèvements ponctuels, mais une forêt type industrielle comme notre forêt landaise ici, elle peut être parfaitement exploitée et parfaitement positive en termes de fixation de dioxyde de carbone, et donc avoir un impact très vertueux sur l'environnement. Donc maintenant, effectivement, une forêt très exploitée
comme la forêt landaise, ça va être une forêt qui va avoir un vrai rôle de puits de carbone. Une forêt comme une forêt naturelle, comme par exemple la forêt amazonienne, sera aussi un puits de carbone, parce qu'il y a beaucoup de matière organique qui est produite, mais il y aura, comme je l'ai expliqué, donc cette respiration de la biomasse et de tous les organismes qui vivent dans ces forêts naturelles, qui fait que la digestion de la matière végétale, qui est très importante, produite par des organismes qui sont aérobies, donc qui respirent, qui absorbent de l'oxygène et qui renvoient du dioxyde de carbone, va faire que le bilan carbone sera plutôt équilibré. Alors, si on regarde l'évolution de la surface des forêts en France, eh bien, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est plutôt sur une stagnation-augmentation. Avant les 2 dernières tempêtes dans la région, eh bien, on avait une croissance d'environ 30 000 hectares par an de forêt en France. Aujourd'hui, se posent aussi des problématiques de reforestation parce qu'on a des déprises agricoles à cause justement de la crise agricole. Et donc, il y a un gros travail qui est mené actuellement. Et nous-mêmes, ici à Mont-de-Marsan, on porte un projet sur le développement du séquoia dans la région parce que c'est un arbre qui a plein de qualité et qui pourrait parfaitement accompagner les problématiques de réchauffement climatique liées aux arbres locaux, la résistance aux pathogènes, on parle du nématode en ce moment, et aussi la production de bois de façon très importante. Le séquoia sempervirente, il peut produire jusqu'à entre 4 et 5 fois plus de bois sur une même durée de croissance que le pin maritime, alors que le pin maritime fait partie des essences qui sont les plus productives de bois à l'heure actuelle en France. Donc aujourd'hui, eh bien, la France a cette chance d'avoir un espace forestier qui est entretenu et qui permet de produire du bois d'excellente qualité, un bois qui est durable parce qu'on sait aussi bien le traiter. Alors quand on le traite, eh bien, on rajoute des produits chimiques ou bien on fait des opérations thermiques qui permettent d'améliorer la qualité et la durabilité du matériau vis-à-vis des champignons et des insectes. Et ça permet de fabriquer ce type de bâtiment. Donc là, une maison individuelle sur le bassin d'Arcachon. Puis là, quelques images donc, du FCBA de Bordeaux avec une mise en avant du matériau bois qui est assez remarquable. Et là, des bâtiments sur la côte du côté de Souston avec beaucoup d'utilisation du bois en extérieur grâce à des traitements par autoclave qui permettent d'avoir une durabilité sur entre 30 et 40 ans en fonction des environnements. Alors, pour compléter, donc, je vais vous donner très rapidement quelques exemples de matériaux biosourcés et puis géosourcés en regardant très rapidement leur performance. Alors, la paille, donc, c'est effectivement, on est vraiment dans la production, dans une production dans une utilisation aussi qui est de plus en plus importante aujourd'hui, avec notamment la paille de blé en botte, avec laquelle, bien, depuis quelques années, donc, on est capable de fabriquer des bâtiments. Alors, des bâtiments ossature bois qui, selon les normes, doivent ne pas dépasser un étage. Et donc, ça permet d'avoir des bâtiments qui ont de belles performances thermiques, notamment contre le chaud et le froid, et puis une bonne régulation hygrothermique, puisqu'une des problématiques importantes, vous le savez, dans le bâtiment, c'est la régulation de l'eau. Les émissions d'eau qui sont produites par les gens qui habitent à l'intérieur et qu'il faut évacuer, et puis l'eau qui vient de l'extérieur, etc. Donc la problématique de l'eau, c'est vrai que c'est une problématique importante pour les matériaux biosourcés, parce que si on ne sait pas bien la gérer, eh bien, on peut avoir des phénomènes de pourrissement à plus ou moins long terme, et donc avoir un impact très négatif sur la durabilité à terme du matériau. Donc là, les fibres de bois que l'on utilise notamment majoritairement en isolation, mais aussi qui peuvent s'utiliser en enduit et qui sont produits à partir du défibrage du bois. Alors, le bois, là, qui peut être du bois à destination papetière, hein, puisque le process de fabrication est le même que celui du papier. Mais là, on enlève l'eau qui a été utilisée pour faire le défibrage et ensuite, on arrive à ce type de matériau. Alors le liège, qui est aussi un super matériau d'isolation, qui en fonction des épaisseurs peut apporter des gains en termes de performance très élevés. Et puis il y a tout un référentiel normatif qui permet de l'utiliser de façon tout à fait correcte. Autre matériau, donc les fibres de cellulose, qui sont elles aussi
très intéressante pour l'isolation des bâtiments et que l'on produit à partir de papier recyclé et on a dans la région, ici dans les Landes, la société Wateco qui est spécialisée là-dedans et d'autres sociétés aussi en France qui produisent ce type de matériaux, de matières premières. Deux exemples de matériaux géosourcés, donc la pierre. Bon, mais la pierre, effectivement, donc là, on est sur de la super durabilité. Hein. Les bâtiments en pierre peuvent durer des années et des années, mais il faut aussi savoir la connaître et savoir connaître ses propriétés. Il y a des pierres poreuses, non poreuses, etc. Donc, avec un référentiel normatif et puis une expérience culturelle très forte autour de l'utilisation de la pierre. Alors la terre crue qui se développe depuis une trentaine d'années en France et qui permet aussi d'apporter des choses très intéressantes en termes de régulation, notamment hygrothermique, et puis excellent déphasage en été. Et en hiver, ici le béton de chanvre, donc là qui est vraiment le biomatériau composite. On va utiliser un minéral, la chaux, et puis la chenevotte, qui est la partie dure de la tige de chanvre, et avec lequel on va faire des mélanges en milieu aqueux et qui vont permettre d'avoir un matériau qui, après séchage, est tout à fait performant. Alors, surtout utilisé pour l'isolation. Il y a un exemple de production de parpaings de béton de chanvre, mais qui ne sont pas porteurs, qui existent en France. Alors ça, c'est pour le clin d'œil, entre guillemets. Donc, il y a quelques années, un charpentier qui avait développé cette technique-là, donc le même principe que pour le béton de chanvre, prendre des aiguilles de pin, les traiter avec un produit avec des propriétés élastiques, et puis rajouter de la chaux pour faire à la fois du parpaing, mais également un enduit, qui pouvait être un enduit intérieur ou un enduit extérieur. C'était un projet qui était complètement landais, donc avec une entreprise qui s'était installée à Capsieux, et puis je crois que l'entreprise s'est arrêtée. Un autre projet, alors ça c'est un projet de recherche, c'est une photo que j'ai prise à l'école supérieure à l'ENSIM, une école d'ingénieurs du bois à Épinal, avec des panneaux qui avaient été fabriqués par thermocompression, avec de l'écorce et de la résine époxy. Et ils avaient fait un produit qu'ils ont appelé l'écorcine. Donc pour l'aménagement intérieur, donc avec de très jolis motifs. Donc ça, ce sont des choses qui sont tout à fait possibles de fabriquer de façon importante. Alors quelques éléments complémentaires sur les propriétés de l'ensemble de ces matériaux, avec des problématiques de conductivité. Donc si on les compare, effectivement, on se retrouve avec un beau positionnement en termes de conductivité thermique des panneaux biosourcés par rapport aux panneaux plutôt minéraux. Et à base de polymères type polyuréthane. Donc l'opposé de la conductivité, c'est la résistance, la résistivité thermique. Et là aussi, donc on se retrouve avec des performances tout à fait intéressantes pour l'ensemble de ces panneaux que l'on fabrique aujourd'hui avec des matériaux biosourcés. Alors quelques images pour compléter ce que je vous raconte, avec ici une maison. Alors là, c'est une association minérale et biosourcée, donc dans les murs, avec des rondins de bois qui sont utilisés. On peut aussi, bien sûr, utiliser la pierre et bien sûr ici une maison en paille avec un torchis en terre crue à l'extérieur. Et bien sûr les maisons en briques. Et voilà pour les informations générales sur les matériaux bio et géosourcés, vraiment une information introductive et que je voudrais poursuivre donc avec quelques exemples de ce que l'on fait nous ici à Mont-de-Marsan dans notre laboratoire, donc Xylomat, que je dirige depuis que je l'ai créé il y a pratiquement un peu plus de 20 ans. Et donc nous, on travaille sur plusieurs sujets. Donc le bois, bien sûr, notamment sa durabilité ou sa problématique lorsqu'on l'utilise dans le bâtiment. On a travaillé par exemple sur des problématiques de génération de coulure de résine lorsqu'on utilise le pain maritime en extérieur. Et on a fait plusieurs projets de recherche dessus, avec notamment les scieurs landais, dont le groupe Gascogne. Il y avait aussi la société Lesbats, il y avait FP Bois, donc la scierie Labadie. Donc
Et on s'était regroupés pour travailler là-dessus. Et là, ce que je vous montre, c'est un autre sujet, c'est un sujet de valorisation des tanins extraits de l'écorce de pin maritime pour en faire de la colle avec laquelle on peut coller des particules de bois. Et on avait aussi, par le passé, fabriqué un panneau de particules 100% pin maritime. C'est-à-dire qu'on avait fabriqué la colle avec les écorces et avec la colle, on avait collé les particules. Et comme on a un équipement de thermocompression dans notre laboratoire qui nous permet de fabriquer des panneaux, tout type de panneaux, panneaux de particules, de fibres, panneaux de contreplaqué, eh bien, on avait réalisé toute une série de panneaux. Et là, c'est un programme, puisqu'on a aussi des projets, des collaborations avec l'Afrique. On a eu pas mal de projets avec l'Afrique. Là, c'est un exemple de projet qu'on avait fait avec le Soudan. On avait collaboré juste avant la guerre avec la directrice du CNRS du Soudan, qu'on a ensuite, sur ces sujets de valorisation de fibres naturelles et aussi des tanins d'écorce de pin maritime qu'on en avait utilisé. On a aussi travaillé sur la caséine et on a redécouvert la caséine avec laquelle justement on a aussi travaillé sur le recyclage de matériaux et on a créé de nouveaux matériaux à partir de cuir notamment. Et actuellement on a un projet avec le groupe Hermès, le groupe et l'IMGO pour développer ces projets. Voilà, donc c'est la matière première pour nous, c'est l'écorce, ce sont toutes les molécules qui sont à l'intérieur. Puis on a développé aussi des outils non destructifs pour pouvoir mesurer les propriétés des matériaux à l'intérieur du bois, mais aussi sur les écorces. Et là, c'est l'appareil que vous voyez, il tient dans une main, et c'est un spectromètre infrarouge, et qui est capable de mesurer le rayonnement infrarouge, de capter le rayonnement infrarouge qui est émis à la suite d'une émission de lumière sur un objet. Et l'analyse spectrale qui est récupérée permet de faire la corrélation avec la nature chimique du support. Et c'est comme ça que, par exemple, on dose la quantité de résine dans le bois avec ce type d'outil, et de façon instantanée, sans passer par des travaux dans un laboratoire de chimie un peu complexe. Alors vous avez ici un résultat de recherche qu'on avait produit il y a quand même pas mal d'années, qui nous avait permis de séparer, de mesurer avec cet outil-là les différentes molécules qui se trouvent dans un bois qui a été traité. Alors traité avec du tributylétain, par exemple, ou bien de la cypermétrine, permétrine, etc. Donc des insecticides ou des fongicides qui permettent de protéger le bois et d'améliorer sa durabilité. Voilà pour quelques exemples de recherche que l'on développe sur le matériau. Alors la recherche, elle est là pour accompagner effectivement les connaissances et également accompagner le tissu économique. C'est pour ça que nous, dans notre démarche de chercheurs, on fait vraiment une recherche appliquée. C'est-à-dire qu'on part de problèmes industriels et on essaye d'apporter des réponses. Et quasiment tous nos projets sont faits avec des industriels. Donc on a une douzaine de partenaires industriels avec lesquels on travaille de façon récurrente, et ceci depuis plus de 20 ans. Alors, ce qui nous permet aujourd'hui aussi de développer de nouveaux produits. Par exemple, depuis maintenant 3 ans, on fabrique nous-mêmes au laboratoire ici à Mont-de-Marsan une patine, c'est-à-dire une peinture plutôt, qui est une coloration noire et qui sert à colorer, à vieillir des étiquettes en étain de bouteilles de champagne de luxe. Et depuis maintenant 3 ans, toutes les bouteilles de champagne Armand de Brignac, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent ce type de champagne, qui se vend dans les boîtes, pour les gens qui veulent flamber et qui ont beaucoup d'argent. Donc c'est à 300 € minimum la bouteille. Toutes les étiquettes qui sont produites aujourd'hui et qui sont produites dans le monde sur ce champagne-là ont une patine qui est fabriquée à Mont-de-Marsan, dans mon laboratoire. Voilà, c'est pour vous dire qu'on a aussi ce type d'activité. Alors, quelques retours du symposium. Alors, j'en profite pour terminer sur la recherche, avec quelques retours du symposium que j'ai organisé à la fin du mois d'octobre, qui réunissait 180 chercheurs, enseignants-chercheurs et doctorants de toute la France et de l'étranger également, parce qu'on a eu des Africains qui sont venus, des Belges, Canadiens. À Mont-de-Marsan, on s'est tous retrouvés à l'Auberge Landaise pendant 3 jours pour pouvoir échanger entre nous sur les dernières activités ou les dernières avancées scientifiques de nos laboratoires. Alors, la majorité d'entre eux sont des gens qui sont académiques, c'est-à-dire que soit travaillent dans des universités, soit dans des centres de recherche. Les centres de recherche, c'est le CNRS, c'est l'INRA, l'INRAE. Et donc, l'idée, c'est de se réunir chaque année
parce que moi je fais partie de ce groupe de recherche qui est piloté par le CNRS, donc de se réunir chaque année et d'échanger entre nous sur l'avancée de nos activités scientifiques. Alors j'ai quelques résultats que je vais vous montrer. Donc le premier, qui illustre ce que je racontais tout à l'heure, concernant ces courbes là, qui nous ont été présentées par des chercheurs de l'Office national des forêts, qui sont en région parisienne, et qui montraient que, effectivement, quand on compare les cycles de croissance de certaines essences résineuses parmi les plus utilisées en France, hein, donc là, ils en ont pris 3, donc le Douglas, le pin maritime et le pin sylvestre, on s'aperçoit qu'en termes de bilan carbone, le pin maritime arrive largement en tête parce que son cycle de rotation il est simplement plus court. Et donc ça a été une bonne surprise pour les scieurs landais qui étaient dans la salle. Il y en a eu quelques-uns qui étaient assez ravis que l'Office national des forêts dise du bien du pin maritime. Et alors là, un autre résultat qui a été aussi très intéressant, donc qui a été présenté par une équipe de l'École supérieure du bois, et qui est une modélisation d'un bâtiment, un gratte-ciel en bois. Mais pour arriver à faire des gratte-ciels en bois, aujourd'hui, on est obligé d'utiliser les nouvelles technologies ou les nouvelles évolutions sur le matériau, et notamment le CLT, que certains d'entre vous sans doute connaissent. Je sais que le cabinet Sicher l'utilise très régulièrement, puisqu'il y a un bâtiment qu'ils ont construit à côté de l'IUT qui est fait en CLT. Et alors ça, c'est une vraie évolution dans le domaine de la construction bois, puisque dans la diapo suivante, alors c'est une diapo que j'ai prise parce que j'ai eu la chance d'être invité à donner une conférence en Chine à la fin du mois de septembre, où j'ai parlé de la recherche en Europe et en France, et j'ai parlé aussi de l'enseignement supérieur en Europe et en France. Et c'était un symposium qui réunissait 800 personnes, alors majoritairement d'Asie, mais aussi d'Amérique du Nord. Et j'étais le seul représentant de la France. C'est pour dire que les Européens n'étaient pas très, très présents. Mais voilà, on a eu une conférence quand même sur la construction bois. Et là, vous avez une image que j'ai prise en photo du conférencier, le professeur Mengong, qui est un expert en construction bois et qui travaille aux États-Unis, et qui, par cette image, expliquait un peu les évolutions concernant les performances des bâtiments en bois, notamment les gratte-ciels. Et aujourd'hui, le gratte-ciel le plus haut que l'on fabrique avec du bois, il va jusqu'à 25 étages et 87 mètres de haut. Et alors, mais tout en CLT. Tout ça, ça se fait en CLT. Et on n'a pas d'autre technologie aujourd'hui que le CLT pour arriver aussi haut avec du bois. Donc, et il nous expliquait qu'il y a des projets, notamment en Asie, qui vont de tours de 100-150 mètres de haut, et tout en bois. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'il y a une frénésie autour de ce produit-là, qui est quand même très importante, et notamment en Asie, où j'ai vu aussi du CLT mixte bois-bambou, avec des technologies de transformation du bambou qui sont assez extraordinaires. Donc ils ont des lignes de fabrication, puis avec le bambou, ils reproduisent plein de choses, plein de panneaux, et ils ont plus de 7 millions d'hectares de bambou chez eux. Et la Chine, c'est 230 millions d'hectares de forêt. Nous, la France, c'est 15 millions d'hectares. Bon, à l'échelle européenne, on doit être à 200 millions d'hectares, mais rien que la Chine fait quand même plus de 200 millions d'hectares. Autre exemple de résultats assez intéressants, notamment dans l'évolution de la recherche sur le bois. Alors, j'ai 2 minutes, 1 minute, bon, je conclus. Ça, ce sont des panneaux qui sont fabriqués avec des champignons de pourriture blanche qui sont mélangés avec du bois et avec lesquels, avec une thermocompression, on arrive à faire des panneaux qui ont une propriété notamment d'isolation très importante. Un autre travail qui a été présenté aussi sur un laboratoire de recherche à Orléans qui fait du fractionnement de bois à l'échelle laboratoire pour très rapidement arriver à avoir une idée de la performance, de la valorisation du bois en termes de molécules, mais aussi de matières premières pour faire de l'énergie, notamment du bioéthanol et du biokérosène. Alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le bois, alors effectivement, dans l'habitat, il a beaucoup de potentiel de par ses performances mécaniques,
thermiques, hygrométriques, acoustiques, etc. Mais c'est aussi une source de molécules qui est quand même très importante et à partir duquel on peut fabriquer toute une série de polymères. Donc, pour terminer, mon avant-dernière diapo, c'est qu'aujourd'hui, plus on utilise les biomatériaux, les écomatériaux et aussi les matériaux géosourcés à circuit court qui consomment peu de dioxyde de carbone, et plus on va avoir une action vertueuse sur notre environnement et permettre de limiter la progression de ces concentrations très importantes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère qui sont en partie responsables du mécanisme de réchauffement climatique. Et je terminerai avec la diapo de Xylomat 2 que l'on visitera tout à l'heure, dans lequel on a mis beaucoup de bois. Merci.